Et elle a travaillé quelques mois après, boum, elle m'a dit qu'elle a acheté une maison. Moi, je connais des Africains qui ont fait 20 ans qui n'ont pas de maison. Alors, effectivement, tu as vécu dans cette maison. Oui, tu n'étais pas à l'extérieur, mais ils sont partis. Mais si tu avais acheté déjà ta maison, tu vas récupérer quelque chose. Alors, c'est très important. Et on est plus crédible quand on a une maison plutôt que quand on est locataire. Même quand on va prendre des crédits, souvent, tu as tout, plein de questions qu'on te pose autour de location et des choses comme ça qui arrivent, tout ça. Alors, il y a des bénéfices qui viennent avec quand on a la maison et quand on n'en a pas. Donc, merci beaucoup. Merci déjà pour l'atelier parce que souvent on se dit, c'est des questions qu'on se pose beaucoup et souvent on n'a pas là où avoir la vraie information. Et je dis que c'est un très bon retour à la communauté et vraiment sans toi honorer que nous soyons là. Généralement les gens ne comprennent pas l'enjeu, mais c'est une consultation qu'on aurait payé pour avoir l'information les informations qui vont être échangées ici aujourd'hui. Donc pour moi, au-delà de... Et puis le volet qu'a souligné Madame Kalimba, c'est très important parce qu'on a une plus-value lorsqu'on sort de la maison, au lieu de payer un loyer pendant des années. Et il y a aussi un confort que ça apporte d'être chez soi, de pouvoir réaliser des travaux, par exemple, parce que quand on est en location, le bailleur, il va vous dire, vous ne pouvez pas percer le mur, vous ne pouvez pas faire ceci. Donc, quand on est chez soi, on a cette liberté de pouvoir refaire des aménagements, de pouvoir entretenir son local, en sachant que demain, c'est comme un fonds de commerce, c'est-à-dire demain, je vais pouvoir le revendre, donc il faut en prendre soin, il faut pouvoir gérer la maintenance proprement. Donc c'est cet aspect que je voulais souligner aussi. Merci beaucoup, Gilles. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de ne pas parler quand on voit une question si pertinente. Pourquoi c'est important d'acheter une maison? En tout cas, moi personnellement, je pense que c'est d'abord une question de... On va revenir un peu sur cet aspect d'investissement. Je pense que l'immobilier constitue le meilleur investissement au monde. Parce qu'il y a cet aspect de la plus-value. Et en tout cas, d'une manière générale, c'est un investissement qui ne vous demande pas de casser trop la tête en fait. Vous investissez pour une fois et après à un certain moment, en tout cas, vous allez récolter ce qui en découle. Mais aussi la question de l'aisance aussi, ça vous accorde une certaine sécurité aussi parce que quand vous savez que vous habitez dans un endroit qui est le vôtre, en tout cas, ça vous accorde on va dire une certaine aisance qui vous permettra peut-être de pouvoir aussi investir dans d'autres domaines parce que le fait d'avoir une maison, c'est vraiment un acquis dans l'étape de toute personne humaine. Alors, si vous n'avez pas encore franchi cette étape-là, vous êtes encore en train de vivre un certain stress qui ne vous permet pas peut-être de vous investir aussi dans d'autres domaines de la vie. Donc, je pense que cette question vaut vraiment son pesant d'or pour toute personne humaine, d'abord en général, et surtout pour nous qui sommes des immigrants au Canada, parce que acheter une maison en Afrique, c'est autre chose, mais au Canada, ça révèle un peu un autre aspect aussi. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en général. Alors, il y a un aspect qui est aussi très important, c'est l'aspect de asset. Le patrimoine. Voilà. La majeure partie des banques conventionnelles font l'évaluation du crédit sur la base des assets. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans ton patrimoine? Comment est-ce qu'on peut évaluer ton patrimoine? Et c'est ce qui fait ta crédibilité auprès du prêteur. Oui. Donc, avoir une maison, c'est aussi important parce que ça permet d'avoir un patrimoine qui te sert de garantie lorsque tu vas vers une recherche de financement. Ça peut même être pour financer son business. À un moment, la banque va se demander qu'est-ce que tu as comme asset? Et en fonction de ça, en fonction de la valeur de ton patrimoine, on va t'accorder plus de crédibilité, on va t'accorder plus d'ouverture. Donc, c'est cet aspect aussi que je... Alors, on va aller à la deuxième question. Est-ce que c'est possible? Ça a l'air un peu compliqué, la question. Comme vous le savez, dans moins de 5 ans, on a déjà fait plus de 5 années ici. Et le système, parfois, on dit que c'est vraiment
difficile de pouvoir l'acheter dans moins de 5 ans parce qu'il y a beaucoup ce qu'on doit faire avec l'argent et ce qu'on en reçoit beaucoup pour pouvoir faire des épargnes. Ça, c'est vraiment un grand problème. Et surtout pour nous autres qui venons de l'Afrique, nous avons aussi des devoirs qui nous appellent en Afrique. Alors, c'est toujours très compliqué. Mais si c'est possible, oui, tout est possible. La personne qui veut, la volonté, je ne sais pas, ou les économies. Mais je pense qu'avec vous, nous allons vraiment apprendre à comment est-ce que ça peut être possible, à rendre ça possible, parce que c'est vraiment très difficile de dire si c'est possible vraiment. Oui. Je pense que 5 ans, c'est beaucoup. 10 ans, je pense que c'est possible même dans 10 ans. Depuis que je suis venu dans ce pays, c'est que ce qu'on n'a pas parfois, c'est la bonne information et les personnes des ressources. Vous voyez, moi j'ai des amis qui viennent de finir à l'université qui ont commencé à travailler, ça fait une année, ils ont déjà acheté une maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bonne information que nous n'avons pas. Vous voyez? Donc, quand on vient ici, la plupart parmi nous, ils vont juste louer un appartement, ils vont rester là, ils vont faire ça pendant 10 ans, pendant 15 ans parce qu'on n'a pas la bonne information. Alors parfois, avoir sa propre maison te coûte moins cher que de louer. Vous voyez? Donc si tu es capable de payer ton loyer, tu es capable de payer ton mortgage. Mais si tu n'as pas la bonne information, tu ne pourras pas le faire. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, merci de nous donner la bonne information. Alors, quels sont les défis? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés lorsqu'on veut payer sa première maison? D'abord, le premier défi, c'est le défi financier lui-même. Parce que qui dit achat dit avoir certaines ressources financières. Donc, la plupart d'entre nous, parce que la télé nous concerne, nous les immigrants, lorsque nous arrivons, nous n'avons pas suffisamment de revenus. Et si nous arrivons à faire quelques travaux à gauche, à droite, c'est que c'est généralement des travaux qui ne nous permettent pas d'avoir un salaire suffisamment élevé. Donc le défi financier il est vraiment très présent et c'est vraiment les grands défis. Et le deuxième peut-être c'est le manque d'information. Nous ne sommes pas suffisamment informés parce que nous pensons que acheter une maison c'est nécessairement avec son propre argent. Alors qu'il y a d'autres mesures, d'autres mécanismes qui peuvent nous permettre justement de pouvoir arriver à acheter cette maison-là. Oui. Donc, alors, nous n'avons pas la bonne information, nous n'avons pas suffisamment d'argent, nous n'avons pas la bonne information qui peut nous permettre de savoir que même si nous n'avons pas dans le moment présent l'argent, il est possible d'avoir la maison, peut-être par des mécanismes de crédit ou peut-être par d'autres mécanismes. Donc moi je prends un peu les deux défis et je laisse un peu l'auditoire aussi continuer avec la suite. Merci. Bon, c'est en même temps poser un diagnostic et je pense que la suite peut-être de la présentation va aller en profondeur. Mais les deux éléments évoqués par notre frère étaient très importants, notamment, moi je dirais même primordialement, l'information. Parce que souvent, on se fait nos propres barrières de nos ignorances. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont payer un loyer peut-être de $2000 sans savoir qu'avec un mortgage, il aurait payé peut-être 1200 ou 1300 et il aurait épargné déjà même sur le coût du loyer. Maintenant, il y a aussi la solidarité. Et c'est en ça que je félicite Marie, parce que prendre une initiative, moi je travaille pour BCW, vraiment j'ai l'habitude de dire que c'est notre propriété commune. Parce que c'est une organisation qui a l'ambition de soutenir les familles et les entrepreneurs d'origine africaine et caribéenne, afrodescendante. Parce que si on n'est pas là où l'information est prise, on aura l'impression qu'on a l'information, mais ceux qui sont à la table utilisent ces informations pour leur guise. Je ne veux pas entrer, je ne suis pas expert en immobilier, mais je faisais juste pour vous dire comment l'information peut aider des gens. Je faisais une recherche pour des gens
sur le sujet de l'immobilier et je me renseignais s'il était possible au Canada d'acheter une maison sans down payment. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles et je me suis rendu compte qu'il y avait, je ne suis pas allé vraiment en profondeur de cette organisation parce que j'ai trouvé un peu la contrainte difficile, mais c'est pour vous dire qu'il y a certains qui le font. Il y avait une organisation ou un organisme qui fait dans la construction des maisons et qui offre à des familles le financement du down payment. Et en contrepartie, ces familles-là viennent travailler, elles doivent faire 500 heures d'intérêt général dans les chantiers dont cette entreprise, c'est une entreprise de construction, dont cette entreprise est propriétaire. Après avoir couvert les 500 heures, vous avez, mais c'est des informations que quand certaines communautés vont avoir, je vous promets qu'elles vont garder ça et faire bénéficier leurs différentes communautés. Là où nous, on va juste se regarder, vous voyez, c'est curieux. On se demandait si la salle devait être suffisamment grande pour pouvoir... je ne vous mens pas, aujourd'hui, j'avais un programme tellement serré, il y avait une de mes collègues qui devait être là. Mais moi, quand j'ai suivi le sujet, je lui ai dit, tu sais, tu peux te reposer si tu veux, je vais être là. Et donc, il faudrait cette solidarité. Comment surmonter? Pour moi, c'est commencer par cette solidarité pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Mais beaucoup d'entre nous, et qui sont des précurseurs, font de la rétention d'informations, ou alors ceux qui sont disponibles pour partager, les autres ne sont pas tout à fait, je veux dire, réceptifs. Donc, je ne vais pas monopoliser, je me dis, à la suite de ce qui nous sera présenté, on pourra enrichir les débats. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je leur demande, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Il me dit, j'étais enseignante, j'étais électricien, j'étais constructeur. Mais comment tu te retrouves dans cette situation? Alors, c'est quelque chose vraiment qui doit nous interpeller. Pourquoi ces gens-là ont travaillé toute leur vie et à l'âge de 65 ans, ils se retrouvent comme ça dans cette situation? Alors, les gens qui sont encore jeunes et qui sont actifs, ils sont en train de travailler et rapporter l'argent maintenant, doivent prendre des précautions qui sont différentes de ce que les autres ont pris pour ne pas tomber dans la même piège. Donc, c'est pour cela aussi que nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de ça. La première chose, l'épargne. Il y a les stratégies d'épargne. Ici, dans l'achat de la maison ici, quand tu achètes ta maison, ta propre maison, c'est d'abord l'épargne. Tu épargnes l'argent. Tu as d'abord le plus-value dans ce que tu payais avant par rapport à ce que tu payes aujourd'hui. Alors, si tu prends seulement les $800, là, tu mets ça dans les savings avec des intérêts cumulés dans 25 ans, tu fais les calculs. Je peux mettre ça ici avec des intérêts cumulés, tu vas voir comment ça va te donner. Mais parce qu'on n'a pas vraiment le temps, moi, quand j'ai fait mon atelier sur les finances, je peux comme sortir de mon sujet là, je vais aller à gauche à droite, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'argent déjà que tu épargnes. Ça, c'est un. De deux, l'hypothèque que tu payes chaque mois, après 5 ans ou après 10 ans, quand tu vas quitter la maison, tu es en train déjà de bâtir une équité. D'abord, tu as ton saving et puis tu es en train de bâtir une équité. Dans 10 ans, si ta maison était $200 000, dans 10 ans, ta maison paie, tu aurais déjà payé comme $50 000 déjà. Et la dette que tu as par rapport à la banque, c'est seulement $150 000. Et si tu vas, à supposer que dans 10 ans, tu vends la maison seulement à $200 000 comme tu l'as acheté, tu vas sortir avec $50 000 dans tes poches. Plus les savings que tu as fait là, tu vois un peu ce que tu vas faire. Ok? Troisième possibilité, c'est l'appréciation. L'appréciation de la maison. Ce qu'on appelle l'appréciation de la maison, c'est la valeur que ta maison a au cours des années. Si tu achètes ta maison aujourd'hui à $200 000, dans 10 ans, par exemple, ta maison coûterait $300 000. Déjà là, tu fais un capital gain de $100 000. À part que tu as déjà bâti ton épargne et tu as déjà une équité et tu vas aussi gagner sur l'appréciation.
Et ça fait beaucoup d'argent pour toi là. Et puis, il y a aussi une possibilité. Si tu travailles fort, comme nous les immigrants travaillent fort, il y a aussi une possibilité que tu puisses, comme tu dis, je n'attends pas de payer mon hypothèque dans 25 ans. Je veux le payer à... Non, j'ai sauté. Possibilité de réduire le coût du paiement mensuel. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? À supposer aujourd'hui, tu es un célibataire, tu n'es pas encore marié, tu vis tout seul, tu achètes une maison de 2 chambres de salon, mais l'autre chambre là, ça fait quoi? Tu trouves aussi une autre personne qui est célibataire ou qui est étudiant ou qui travaille, mais tu peux louer cette chambre. Si ton hypothèque coûte 1200, tu peux louer cette chambre à cet ami-là qui te donne $500 par mois et maintenant tu payes ton hypothèque seulement à $700 par mois. Voilà encore une autre épargne que tu fais. On appelle ça house hack. Combien tu as déjà épargné? Et tout ça là, c'est légal, tu peux le faire. Donc, si tu loues un appartement aujourd'hui et tu verses l'argent chez quelqu'un, sache que tu peux faire ça. Et tu fais louer, tu sous-loues ta maison aux amis, à une bonne personne qui peut te payer ce loyer-là. L'autre possibilité, c'est de payer sa maison dans moins de 25 ans. On a des programmes où tu peux laisser ton hypothèque ouverte au lieu de payer chaque mois ou seulement les 10%, les 20%, une fois par année. Tu peux payer ton hypothèque tout le temps. Ton hypothèque est ouverte. Si aujourd'hui tu fais un travail, tu gagnes $10 000, tu gagnes $20 000, tu fais une transaction, tu mets dedans et ça va directement dans ton principal. Et tu peux payer ton hypothèque dans 8 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, ta maison est déjà payée. On a des programmes comme ça dans la banque. Mais quand tu vas à la banque, tu vas demander une hypothèque là, on va te dire, ok, voilà, on t'emprunte l'argent pour 25 ans, tu vas payer ça chaque mois comme ça, et puis après une année, tu as la possibilité de donner 10, 15 ou 20% dans ton hypothèque, point final. On te dit d'autres options qu'il y a là-bas. Parce que là, on te donne quand tu demandes. C'est comme ça le système ici au Canada. C'est rare. Si tu as un conseiller dans la banque, tu vas là-bas, il te dit, voici, on a ça, tu es chanceux. Mais tu vas là-bas, tu leur dis, je veux ça, tu veux l'hypothèque, ok, l'hypothèque traditionnelle, on te donne, c'est ça, oui, prends, vas-y. Mais il n'y a pas d'autres options que ça, non? On te donne ce qui est bien pour eux, mais pas pour toi, on s'en fout de toi. Alors tu dois t'éduquer financièrement pour savoir quelles sont les options dans la transaction que tu veux faire, quelles sont les options qui t'est offertes pour que tu puisses garder plus d'argent que de sortir plus d'argent. Alors, ça aussi c'est la possibilité. Comme Gilles l'avait dit, il y a la possibilité d'utiliser son équité pour d'autres investissements. Ça, c'est le point que j'aime beaucoup. Parce que, regarde, si tu as besoin d'argent aujourd'hui, au lieu d'aller emprunter l'argent, si tu as une maison, tu as acheté cette maison-là à $200 000, et aujourd'hui, avec l'appréciation, ta maison coûte $250 000, mais là, tu vois, il y a un ami qui vient de te dire qu'il y a une possibilité de faire des business quelque part, mais tu n'as pas de fonds, mais tu as ta maison. Mais tu peux aller à la banque, tu dis, empruntez-moi 50 $30 000. Et la banque va dire, mais on va t'emprunter comment? Il dit, moi j'ai ma maison, je vais utiliser l'équité de ma maison. On appelle ça ILOC. Et tu vas là-bas, ils vont t'emprunter ton propre argent. On ne peut pas te refuser parce que c'est ton argent. C'est ta maison. On va te donner ça. Et cette ILOC-là, la beauté qu'il y a dans cette ILOC, tu payes seulement les intérêts. Parce que dans l'hypothèque traditionnelle, tu payes et le principal et les intérêts. Mais dans ILOC, à supposer par exemple ton hypothèque est 1200, $800 c'est le principal et les $400 c'est pardon, $800 parce qu'ils prennent toujours les intérêts comme très haut. $800 c'est les intérêts et $400 c'est ton principal là. Mais quand tu prends le ILOC là, c'est le contraire. Tu vas payer seulement les intérêts, pas le principal. Mais déjà, les $400 là que tu allais payer sur le principal, ça fait aussi ton économie.
Mais quand est-ce que tu vas payer le principal? Le principal, tu le payes le jour où tu vas vendre ta maison, tu t'en fous. Parce qu'avec le ILOC, c'est ton propre argent, on ne te donne pas le délai. Au Canada, aux États-Unis, oui, au Canada, il n'y a pas de délai. Donc, tu peux garder ça même pendant 20 ans. Tu dis, je ne paye pas, tu ne payes pas le jour où tu vends ta maison, tu leur donnes ton argent, tu walk away, comme disent les Anglais. Ça peut aussi t'aider à augmenter ta mise pour l'achat de la maison de ton rêve. Ça, je vais répondre à la question de Clarisse. Parce que Clarisse a dit, mais la maison là, c'est seulement 3 chambres, 2 chambres, ça ne nous convient pas. Oui, dans certains moments de ta vie, tu dois accepter de vivre dans le confort. Tu ne peux pas créer le patrimoine si tu cherches à être toujours bien. Tu dois être dans le confort pour créer le patrimoine. Tu dois supporter. Il y a des gens qui ont dit, nous, on a dormi au salon pour faire louer notre chambre aux gens, parce qu'on ne pouvait pas se payer. On n'avait pas assez de moyens pour payer notre comme hypothèque. Une maison de chambre, salon, il fait louer sa chambre pour dormir au salon. Et ça a aidé beaucoup. Au lieu qu'il perde sa maison, que la banque vienne chercher la maison, qu'il perde sa maison, non, le fait de le faire louer, ça a permis qu'il puisse payer son hypothèque à ce moment, le temps qu'il trouve du travail, pour qu'il puisse prendre en main le paiement de son hypothèque. Donc, on doit accepter ça à un certain moment de sa vie, si tu sais ce que tu fais, ou si tu sais ce que tu veux dans la vie. On ne doit pas toujours chercher le confort quand ce n'est pas le moment. On doit accepter de vivre dans le confort. Donc, s'il y a une maison de 2 chambres, 3 chambres de salon, oui, accepte en ce moment-là. Parce que ce que tu veux, c'est l'épargne, bâtir une équité, possibilité d'appréciation, possibilité de réduire les coûts de paiement. Tout ça, là, c'est qu'on a vu. Et dès que cette maison-là que tu ne veux pas, après 5 ans, 10 ans, tu vis là-bas, tu bâtis une très bonne équité là-bas, tu as $100 000, $200 000, tu peux aller acheter une maison de $400 000 parce que tu as une très bonne mise dedans. Tu achètes ta maison de rêve. Ce n'est pas une course. Ok? Et puis un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Quand cette maison-là est ta maison de résidence, quand tu vas ça à 400 000 ou 400 000, c'est pour toi. Le Revenu Canada ne te demande